Bonjour à tous, merci beaucoup de nous suivre aujourd'hui pour cette émission spéciale qui sera consacrée à la situation en Iran actuellement. Et pour répondre à nos questions, on a aujourd'hui avec nous Monsieur Clément Terme. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Eh bien, bonjour. Donc, je vous présente rapidement. Donc, vous êtes sociologue et historien des relations internationales, spécialiste du monde iranien et membre associé du CETOBAC à l'EHESS et chercheur associé à l'Institut de Rassana. Vous avez aussi d'autres liaisons avec des instituts de recherche. Je ne vais pas forcément tous les citer parce que vous en avez beaucoup. Euh, et vous avez aussi écrit 2 livres cette année. Le premier qui s'appelle Idées reçues sur l'Iran, que vous pouvez retrouver chez le Cavalier Bleu, et un autre qui s'appelle Téhéran-Washington, que vous pouvez retrouver chez Hémisphère Édition. Et donc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Merci pour votre invitation. Je vais pouvoir commencer directement. Une première question sur, on va dire, plutôt l'Iran d'un point de vue intérieur. Vous avez écrit donc dans l'Iran et ses rivaux que vous explorez, on va dire, la tension entre identité nationale et héritage révolutionnaire. Comment justement cette dualité va façonner la politique intérieure iranienne et en particulier face au mouvement de protestation post-2022? Oui, c'est une excellente question. En fait, c'est tout le problème de cette révolution islamique de 1979, qui n'a pas été bien comprise en Occident, puisqu'il s'agissait en fait d'un mouvement qui était très large, qui incluait des partisans de l'ayatollah Khomeini, donc des partisans de la politisation de la religion, des libéraux, des communistes, des gauchistes et des libéraux. Donc, il y a été dans ce mouvement. Mais c'est vrai que le leadership charismatique de l'ayatollah Khomeini à l'époque et le fait qu'il y avait un soutien populaire qui a été plus fort pour l'ayatollah Khomeini, même s'il y avait des groupes qui étaient peut-être plus structurés à gauche, finalement a fait que cette révolution a confisqué, si vous voulez, le rêve de toute une génération d'avoir un État qui soit plus inclusif, plus ouvert par rapport au régime impérial. Et donc, ça a été la déception, la désillusion hein, de ceux qui ont participé en masse à ce mouvement révolutionnaire. Et à partir de là, il y a eu l'émergence d'une diaspora iranienne, par exemple, avec plusieurs millions d'Iraniens depuis 79 le pays par vagues successives. Donc, dès les années fin des années 70 pour les partisans de l'ancien régime, pour la gauche iranienne. Ah, excusez-moi, je crois qu'il y a un petit bug de son. Euh, je crois que ça a coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, en fait, quelqu'un Ah, m'a coupé le son. Donc, je disais, il y a eu plusieurs départs des Iraniens de l'intérieur depuis la Révolution, donc par vagues successives. D'abord les partisans de l'ancien régime à la fin des années 70, puis les soutiens de la gauche iranienne dès le début des années 80, après les purges révolutionnaires jusqu'en 1983. Ensuite, d'autres ont fui la guerre Iran-Irak. Et à partir des années 90, fin des années 90, à chaque mouvement social, donc les étudiants en premier en 1999, et ensuite le mouvement vert 2009, donc un mouvement des classes moyennes qui souhaitait en partie la réforme du régime actuel et pour une autre partie déjà le changement de régime. Et à partir des années 2010 et 2020, des mouvements qui se mobilisent hors du cadre du régime et majoritairement pour un changement de régime. Et donc à chaque vague de contestation, il y a eu des vagues de répression et ensuite des départs en exil. Et donc c'est vrai qu'il y a eu une fracturation de la communauté nationale iranienne parce que le nouveau régime a défini la citoyenneté iranienne en termes extrêmement réducteurs. Il y a ceux qui soutiennent, si vous voulez, le gouvernement islamique, entre guillemets, c'est-à-dire les partisans de l'ayatollah Khomeini jusqu'en 89 et depuis 89 et sa disparition, les partisans de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, le chef de l'État en Iran. Et donc, si vous voulez, il y a cette incapacité de ce régime à se réformer, à même proposer une ouverture économique durable.
Et dans un contexte, si vous voulez, dégradé maintenant depuis la guerre avec Israël en 2025, il y a aussi la question de l'insécurité aujourd'hui. Donc, on est dans une situation où il y a un blocage parce que l'ayatollah Khamenei a 86 ans. On parle beaucoup de sa succession à l'intérieur du système et au sein de la société iranienne. Au contraire, il y a une aspiration à un changement significatif, mais hors des institutions de la République islamique. Et donc, pour l'instant, on est dans cette impasse et cette tension permanente entre l'idéologie, si vous voulez, les préférences idéologiques du système politique et celles de la population dans sa majorité, au-delà des clientèles du régime, hein, qui représentent entre 10 et 20% de la population. Donc, on est vraiment sur un système politique qui est soutenu par une minorité qui se réduit depuis 1979. Mais par contre, au fur et à mesure, si vous voulez, que la crise de légitimité augmente, la violence de l'État, elle aussi, augmente sur la société, la répression augmente, parce que pour se maintenir au pouvoir, il y a le recours à la peine de mort, aux exécutions massives, et donc il y a la crainte qui est générée par le système politique pour empêcher une alternative d'émerger. D'accord. Donc en fait, nous, on a souvent entendu que c'était surtout la jeunesse iranienne qui se révoltait contre, on va dire, ce régime qui date de 1979. Mais en fait, vous nous dites que c'est un peu plus global que ça dans la société. Oui, alors vous n'avez pas c'est pas complètement faux, hein, ce que vous dites. Plus on est jeune, plus on est contre. Donc c'est une gérontocratie, c'est-à-dire que ceux qui dirigent l'Iran aujourd'hui sont en général des hommes extrêmement âgés, puisque c'est un régime religieux. Donc les clercs, même si il n'y a pas, si vous voulez, une ségrégation sexuelle au sommet de l'État, le fait est que pour être un clerc de haut rang dans l'islam chiite, il faut être un homme. Donc les ayatollahs ne sont pas des femmes. Donc par définition, si vous voulez, le système de cooptation des religieux fait que c'est un régime masculin et extrêmement âgé. Et donc vous avez raison de souligner ce décalage avec la génération Z. Et déjà la génération Y, hein, c'était déjà le cas, mais encore plus avec la génération Z, qui souhaite simplement, qui aspire à la joie, à une vie normale, et qui ne souhaite plus vivre dans un cadre idéologique extrêmement daté. Parce qu'il faut bien comprendre, l'ayatollah Khomeini, quand il a pris le pouvoir en 1979, était déjà âgé. Donc cette idéologie est extrêmement datée et elle ne permet pas, si vous voulez, en 2025 de gérer un pays. Et donc la nouvelle génération est tout à fait consciente de cette contradiction qui existe au sein de ce système politique. Le paradoxe, c'est que la population, la jeunesse iranienne n'a jamais été autant connectée au monde extérieur, mais il n'a jamais été difficile de se rendre en Iran sur le territoire iranien. Et ça, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que l'enfermement qu'a produit la République islamique sur sa propre population, en empêchant la circulation, par exemple, des Occidentaux en Iran par les prises d'otages. On a par exemple 2 citoyens français qui ont été condamnés à des peines de prison extrêmement importantes pour des activités, entre guillemets, des charges juridiques proposées par le pouvoir judiciaire iranien d'espionnage. Si vous voulez, ces prises d'otages dissuadent les voyageurs de se rendre en Iran, et le Quai d'Orsay a classé l'Iran en rouge, donc déconseille tout voyage en Iran, quelle qu'en soit la raison, pour des citoyens détenteurs d'un passeport français. Donc vous voyez, les contacts sont extrêmement faibles sur le territoire iranien, et paradoxalement, il y a, grâce au VPN, grâce au contournement de la censure, la possibilité d'accéder au monde extérieur en ligne. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir des échanges comme les jeunes Français peuvent en avoir à travers Erasmus au niveau européen, ou des échanges humains. Eh bien justement, vous avez déjà commencé à répondre à ma deuxième question sur justement nos 2 compatriotes qui sont enfermés en Iran, donc Cécile Kohler et Jacques Paris, et qui ont été condamnés, si je ne dis pas de bêtises, hier, à 17 ans et 20 ans de prison, alors que la France avait déjà déposé une requête contre Téhéran devant la Cour internationale de justice, qu'elle avait abandonnée le 25 septembre dernier à la demande de Paris. Et justement, je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Quelles pourraient être les conséquences de cette décision prise par Téhéran ?
Alors, il faut rappeler que qu'il s'agit d'une prise d'otage, en fait, que la République islamique pratique la diplomatie des otages depuis 1979, donc ce qu'on appelle la seconde révolution islamique, et la prise des otages américains pendant 444 jours. Et donc, 52 diplomates américains ont été retenus contre leur gré, d'abord au sein de l'ambassade et ensuite ont été dispersés sur le territoire iranien et ont été libérés après de longues négociations et la fin de l'administration Carter et au premier jour de l'administration Reagan. Donc c'est vraiment une pratique diplomatique constante depuis 1979 avec des phases de plus grande ou plus faible intensité. Et on voit aussi que ce système a été reproduit au niveau régional, notamment au Liban dans les années 80, mais aussi en Irak ou dans d'autres pays où la République islamique d'Iran a une influence. Donc on est dans un système qui est bien établi et donc ces citoyens français ne sont pas les premiers à être retenus en prison et accusés de charges qui sont liées en fait au contexte intérieur iranien. C'est-à-dire qu'ils servent de bouc émissaire, c'est ça la fonction, au-delà de la volonté d'échanger avec des prisonniers iraniens, d'avoir une influence sur la politique nucléaire de la France. Au-delà de ces marchandages diplomatiques, c'est quand même des arrestations performatives qui s'inscrivent dans le cadre de la propagande intérieure. C'est-à-dire que quand le ministre des Renseignements iranien va faire une déclaration en disant que les services de renseignement occidentaux ont fomenté, entre guillemets, des émeutes ou des troubles en Iran, s'ensuit des arrestations de citoyens sur le territoire iranien qui sont détenteurs des passeports des États qui ont été nommés par le ministre des Renseignements. Vous voyez ? Donc il y a quand même une temporalité des arrestations qui est liée aussi au fait que ces mouvements sociaux sont imprévisibles. Leur déclenchement est imprévisible. Et donc quand les citoyens français se rendent ou décident de voyager en Iran, ces mouvements n'ont pas forcément débuté parce que c'est une longue procédure pour avoir le visa, etc. Et donc c'est vrai que ça peut paraître comme de l'inconscience de voyager en République islamique, compte tenu aussi des conséquences. Mais il faut savoir que souvent, ces citoyens ont commis pour seule, entre guillemets, erreur, selon ce qu'on pourra en dire depuis la France, d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Donc il n'y a pas forcément, disons, une inconscience totale. Donc, mais en tout cas, tant qu'il y aura des circulations de voyageurs, même si elles sont limitées aujourd'hui, je vous l'ai dit, parce que c'est extrêmement dissuasif, ces prises d'otages pour les autres détenteurs de passeports occidentaux. Par exemple, les États-Unis refusent maintenant, ils ont une section d'intérêt, si vous voulez, pour les citoyens américains à l'ambassade de Suisse, au-delà du conseil aux voyageurs, qui est aussi pratiqué par le Quai d'Orsay. Donc le département d'État américain, maintenant, refuse d'offrir des services consulaires en Iran aux citoyens américains qui s'y trouveraient, pour les dissuader encore plus de s'y rendre. Donc on ne peut pas empêcher, les États occidentaux ne peuvent pas empêcher les citoyens de voyager dans les pays qu'ils souhaitent. Par contre, ils ont quand même des moyens comme celui-ci de refuser les services consulaires, par exemple, à ceux qui sont présents sur le territoire. Donc ça, c'est un cap qui a été franchi par les États-Unis il y a quelques jours. D'accord. Merci de nous éclairer un peu plus justement sur cette situation qui est encore plus récente que la condamnation a eu lieu hier et que la réponse de la France, d'une condamnation de la France a eu lieu aujourd'hui. Et donc, plus globalement, on peut partir sur on va dire la géopolitique de l'Iran. On souhaitait savoir si l'accord stratégique entre l'Iran et la Chine va marquer un tournant vers une indépendance économique pour Téhéran, ou plutôt au contraire ça va faire le jeu inverse et ça va les mettre face à une nouvelle forme de dépendance, cette fois-ci à la Chine. Et puis on pourrait aussi faire un parallèle avec les relations avec la Russie de Vladimir Poutine. Oui, c'est une excellente question, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est passé de la dépendance vis-à-vis des États-Unis sous l'Ancien Régime à une dépendance vis-à-vis de la Russie et de la Chine, notamment depuis la fin de la guerre froide, si vous voulez, parce que certes, le non-alignement, qui était la position initiale de la République islamique, était à l'époque la position classique des pays. À l'époque, on disait du tiers-monde, on ne disait pas le Sud global.
Mais après la prise d'otage de l'ambassade américaine, très clairement, il y a eu cette spécificité de la politique étrangère iranienne qui est révolutionnaire. Et donc l'absence de relations avec les États-Unis, notamment après l'effondrement de l'URSS et la fin de la guerre froide, a eu pour effet la construction de relations asymétriques avec les deux grandes puissances non occidentales qui sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Et donc la République islamique n'est qu'une puissance régionale. Et donc face à ces deux puissances internationales, très clairement, le fait de ne pas avoir de relations avec les États-Unis d'une part, et depuis 2018 et le retrait américain de l'accord, des relations économiques très très faibles ou résiduelles avec les Européens, fait qu'en fait, ils n'ont pas le choix que de s'inscrire dans cette émergence d'un monde post-occidental. Mais même avec cette évolution systémique qui semblerait plus favorable aux intérêts du pays, on est toujours quand même dans une forme de décalage avec les intérêts économiques en tout cas, parce que plus de 90% du pétrole iranien est exporté vers la Chine. Et ce sont des accords de troc, c'est-à-dire qu'il y a peu de paiements. C'est surtout des infrastructures qui sont en échange, des grands contrats qui sont signés pour la construction d'infrastructures par les Chinois en Iran, par les entreprises chinoises, ou des échanges avec des marchandises ou des biens chinois qui sont exportés vers l'Iran en échange du pétrole. Donc on n'est pas dans une diversification des clients, par exemple. La plupart des pays pétroliers essayent d'avoir plusieurs grands clients pour ne pas dépendre d'un seul. Et la République islamique est dans cette situation particulière depuis le retour des sanctions américaines en 2018. Elle a perdu ses clients européens et donc elle dépend pour le pétrole de la Chine qui en profite, qui négocie des réductions, des discounts sur l'achat du... Donc non seulement c'est des accords d'échange, de troc, mais en plus le prix auquel l'Iran vend son pétrole est inférieur au prix du marché. Donc vous parleriez plutôt de dépendance vis-à-vis de la Chine et de la Russie? Alors je dirais oui, qu'il y a une forme de dépendance, mais qu'il y a surtout une confusion entre le terme d'indépendance, qui était le slogan de la révolution islamique, l'autosuffisance, cette volonté de tout faire par soi-même, avec le fait d'être isolé. C'est-à-dire oui. Qu'être tout seul, est-ce que c'est être indépendant? Donc ça, c'est une vraie question, mais qui est posée dans le débat interne, même au sein de la République islamique. Parce que si vous voulez, la tendance idéologique des plus durs, du guide suprême, donc du chef de l'État, est d'avoir une relation exclusive avec la Russie et la Chine. D'autres factions considèrent que pour la survie de la République islamique, il est nécessaire de gérer la conflictualité avec les Occidentaux, et par exemple d'établir des relations avec les États-Unis, d'avoir même des relations diplomatiques. Donc c'est un débat qui existe en Iran, dans la presse, dans les médias, depuis la fin des années 2000. Donc c'est un débat qui est assez récent. Il a fallu quand même presque 3 décennies pour pouvoir discuter donc, dans l'espace public, dans les médias officiels en persan, à l'intérieur du pays, de la possibilité ou non d'avoir une détente avec les États-Unis. Mais depuis les années 2000, depuis la guerre d'Irak finalement en 2003, depuis que les États-Unis et l'Iran sont devenus des voisins, parce que les soldats américains, les bases militaires américaines, notamment à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait aussi une présence en Afghanistan. Depuis 2021, ce n'est plus le cas. Donc on a aussi cette proximité avec les forces militaires américaines qui rend, si vous voulez, la confrontation idéologique avec Washington aujourd'hui extrêmement risquée pour la survie du régime, d'autant plus que les États-Unis ont contribué à la guerre israélienne du mois de juin contre la République islamique et ont participé au bombardement des sites nucléaires iraniens. Et d'ailleurs, Donald Trump, donc le président américain qui était il y a peu en Israël à la Knesset, justement pour tenir un discours, et qui allait en Égypte aussi pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne, a appelé l'Iran à entrer dans une phase de paix avec Israël et dans une phase de paix avec l'Occident. Donc ça, c'est, on va dire, un regain justement de cette idée-là que l'Iran pourrait retourner dans le concert des nations. Alors, il faut mettre en perspective, je pense, cette déclaration du président américain, puisqu'au printemps aussi, il était avec la République islamique de manière indirecte via le sultanat d'Oman
au moment de la guerre israélienne. Et il peut alterner, si vous voulez, des déclarations d'ouverture avec en même temps aussi des menaces régulières de frapper les installations nucléaires iraniennes si la République islamique décidait de reprendre ses activités nucléaires. Donc c'est une stratégie qui peut apparaître comme contradictoire, mais du point de vue de l'administration Trump, il s'agit de pratiquer une stratégie coût-bénéfice en montrant les bénéfices que pourrait d'une normalisation avec l'Occident, de ce qu'on appelle pudiquement à Washington l'option militaire, dans l'hypothèse où les préférences énoncées par l'administration américaine ne seraient pas respectées, c'est-à-dire la fin des soutiens de Téhéran à son réseau d'influence, la reconnaissance de l'existence de l'État d'Israël, la limitation de la portée des missiles balistiques iraniens, l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium. Si vous voulez, c'était à l'époque de l'administration Trump numéro 1, c'était les conditions posées par Mike Pompeo à l'époque. Il avait une liste et on se disait que si la République islamique acceptait cette liste, ce ne serait plus la République islamique. Donc en fait, les conditions posées par l'administration Trump ne sont pas acceptables par le guide suprême qui a 86 ans et qui a investi tout son capital politique sur les éléments que l'administration américaine demande à la République islamique de changer. Donc il faudrait peut-être un renouvellement à la tête de l'État iranien, changement de guide, une modification de la Constitution, puisque la Constitution de la République islamique prévoit que les gardiens de la révolution doivent exporter la révolution islamique dans la région. Et ça, c'est un des problèmes. D'accord. Iran et ses voisins. Ah, ça avait coupé, donc on n'a pas entendu juste la fin. Vous avez dit que ça pouvait poser des problèmes donc avec l'Iran et ses voisins. Oui, parce que, en fait, si vous voulez, dans la constitution de la République islamique d'Iran, il y a des articles qui concernent des activités des gardiens de la révolution, donc l'armée idéologique du régime iranien, et sa mission est d'exporter les idéaux, les idées de la révolution islamique. Et donc, c'est considéré par nombre d'États voisins de l'Iran comme une ingérence. Oui. Et donc, c'est une question de la politique régionale iranienne, et cela fait partie des conditions posées par l'administration Trump pour une normalisation. Et ben, justement, vous m'amenez encore une fois sur ma prochaine question qui concerne justement ces relations dans la région, justement avec Riyad. Par exemple, donc ma question c'est de savoir est-ce que ces relations justement entre Téhéran et Riyad peuvent se comparer à une sorte de guerre froide au Moyen-Orient et comment justement cette position de l'Iran a évolué dans la région depuis le 7 octobre, donc depuis les attentats du Hamas et depuis la réponse israélienne et notamment l'affaiblissement de son axe de la résistance, comme il l'appelle, ou de ses proxys. Oui, l'Iran a 15 voisins, donc la politique iranienne au Moyen-Orient ou dans le Golfe n'est qu'une partie des différentes politiques régionales que la République islamique mène, c'est-à-dire au Caucase, en Asie centrale, le flanc Est, l'Afghanistan, le Pakistan, la Turquie. Donc il y a l'espace caspien également qui est là. Donc c'est vrai que il y a une focalisation sur cet espace depuis 1979 en lien avec l'idéologie de l'ayatollah Khomeini qui voulait donc exporter la révolution islamique dans la région. Et c'est nouveau dans l'histoire contemporaine de l'Iran, puisque sous l'ancien régime impérial, la priorité était donnée à l'océan Indien, à l'Inde. Donc il y avait déjà à l'époque une sorte de concurrence avec l'Arabie saoudite dans le cadre de l'alliance américaine, puisque l'Iran était allié des États-Unis, tout comme l'Arabie saoudite. Ce qui est nouveau depuis 1979, c'est cette idéologisation de la religion en République islamique qui veut faire concurrence à l'Arabie saoudite pour le leadership du monde musulman. Et aussi, le deuxième élément, c'est finalement cette aspiration, si vous voulez, à construire des milices, donc à soutenir des groupes non étatiques et de ne pas respecter la souveraineté des États voisins. Donc certes, le Shah d'Iran avait eu des contacts également avec les Kurdes d'Irak,
dans sa rivalité avec Saddam Hussein, mais ça avait été réglé par les accords d'Alger en 1975. Donc il y avait quand même une politique étrangère qui avant 79, recherchait la bonne entente avec l'ensemble des voisins. On est quand même dans une stratégie contestataire de l'ordre international, et donc ce défi lancé aux États-Unis. Et donc l'Arabie Saoudite, elle, est restée un allié des États-Unis pendant cette même période. Donc certes, l'Iran n'est pas devenu un État pro-soviétique après 79. Aujourd'hui, il est quand même plus favorable à la Russie. C'est pas une alliance, mais il y a eu quand même un rapprochement avec la Russie. Donc il y a aussi le rôle des grandes puissances qui peut jouer un rôle dans la position régionale de l'Iran, puisque au Caucase et en Asie centrale, on observe plutôt une complémentarité avec la Russie. Donc l'ordre hégémonique russe est soutenu par l'Iran depuis 1991 et la fin de la guerre froide, alors qu'au Moyen-Orient, la République islamique d'Iran a une stratégie anti-politique américaine et à la stratégie israélienne dans la région. D'accord. Et justement, j'ai une question qui m'est venue en vous écoutant faire en vous écoutant faire ce parallèle avec la Russie. Cette politique de proxy dans sa région et justement de cette idée qu'avait Khomeini de vouloir diffuser cette révolution, est-ce que on peut pas en faire un parallèle avec justement l'idée qu'avait Staline pendant l'URSS de vouloir diffuser la révolution communiste chez ses voisins? Alors, plutôt Lénine. Staline, c'était le communisme dans un seul pays, mais il y avait le Comintern, il y avait des structures effectivement communistes. Je dirais qu'il y a une différence, c'est la centralisation. C'est-à-dire que le mouvement communiste était structuré avec un pôle central, une hiérarchie très claire. Là, c'est plutôt un réseau d'influence, une nébuleuse, où aussi les partenaires non étatiques de la République islamique d'Iran ont leurs propres agendas. Donc c'est un réseau qui est moins structuré sur le plan institutionnel que ce qui pouvait se produire à l'époque communiste. Je dirais aussi que la République islamique d'Iran a quand même des différences avec la Russie post-soviétique, puisque il y a cette idée finalement de contester l'ordre international. Donc la Russie cherche l'émergence d'un monde post-occidental, ce qui rejoint l'agenda de la République islamique d'Iran. Mais la Russie, quand même, a une stratégie qui est basée sur une certaine idée de l'intérêt national russe. Oui. Donc, il n'y a pas cette dichotomie qu'on a évoquée dans la première question, si vous voulez, qu'on va retrouver avec la République islamique d'Iran, qui est en rupture avec l'histoire monarchique du pays et avec, si vous voulez, une définition d'identité nationale qui réduit cette identité finalement à des dimensions religieuses politisées, c'est-à-dire être partisan de l'idéologie de l'ayatollah Khomeini. Donc on est quand même dans un système beaucoup plus exclusif en Iran. Après, c'est vrai qu'il y a plus de points communs entre la Russie post-soviétique et la République islamique qu'entre l'URSS et la République islamique. Et d'ailleurs, c'est la fin de l'URSS qui a conduit au rapprochement irano-russe. Parce qu'avant, si vous voulez, les islamistes et les communistes étaient concurrents. Et donc c'est pour ça qu'on a évoqué auparavant dans la discussion la répression contre le Parti communiste iranien, le Toudé, mais aussi tous les mouvements gauchistes. Donc c'est intéressant de voir que la République islamique a fait des procès staliniens, pour reprendre votre idée, à des communistes. Donc c'est quand même... Il n'y a pas de complémentarité, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord pour renverser l'ancien régime, mais pas pour proposer un modèle positif entre une idéologie athée et une idéologie religieuse. Il y avait, et ça s'est traduit dans une lettre que vous pouvez au président Gorbatchev. Dans cette lettre, l'ayatollah Khomeini conseille au président Gorbatchev de se convertir à l'islam. D'accord, écoutez, je ne connaissais pas, mais j'essaierai de retrouver cette lettre. En tout cas, merci pour cette réponse, pour nous éclairer justement sur on va dire, cette situation de l'Iran dans la région. Et justement, cette situation, elle a été aussi assez tendue dernièrement parce que justement, il y avait toute l'histoire du programme nucléaire iranien qui avait
été initié, et je parle sous votre contrôle, sous le Shah, qui s'est poursuivi encore aujourd'hui et, euh, et on se demande toujours quelle pourrait être la doctrine nucléaire de la République islamique d'Iran. Parce que justement, c'est ça qui va faire peur aux pays autour. Beaucoup disent que si l'Iran avait la bombe atomique, leur premier réflexe, ce serait justement d'attaquer Israël. Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur cette potentielle doctrine nucléaire iranienne? Alors effectivement, il n'y a pas de document public, si vous voulez, sur ce problème, parce que la République islamique, dans un premier temps, a rejeté l'existence du programme nucléaire en disant qu'il s'agissait de traités inégaux qui étaient signés par l'ancien régime, parce que vous l'avez bien précisé, c'est un programme très ancien qui date des années 50 et qui s'est développé surtout après le choc pétrolier de 1973. Et donc c'est d'abord une partie de la stratégie de l'ancien régime qui voulait moderniser l'Iran et mettre en œuvre, si vous voulez, on a appelé ça un gaullisme chiite, c'est-à-dire l'inspiration de Charles de Gaulle, ce qui était un modèle pour l'ancien monarque iranien. Et par contre, au moment de la Révolution, et ça fait partie des tensions franco-iraniennes dans les années 80, il y a eu une rupture sur les contrats nucléaires parce que c'était considéré par le nouveau régime comme des contrats inégaux, des traités inégaux. Et donc le programme va repartir en secret entre 1982 et 1984. Et par la suite, il va être révélé, si vous voulez, au grand public en 2002, même si les services de renseignement s'intéressent à ce programme occidentaux depuis les années 80. Donc, ce n'était pas non plus une nouveauté pour ceux qui s'intéressaient à cette question en Occident. Par contre, là où il y a des questions, c'est que les éléments techniques, si vous voulez, qui fondent ce programme apparaissent difficilement, si vous voulez, en compatibilité avec un programme nucléaire civil, puisque des taux d'enrichissement aujourd'hui à 60% n'ont pas d'application civile. Donc on est sur une stratégie nucléaire qui vise à négocier avec l'Occident et à gérer la confrontation avec l'Occident. Donc c'est un outil pour la République islamique pour rivaliser avec les États occidentaux et projeter la puissance de la République islamique sur la scène internationale. Le problème de cette stratégie, c'est qu'elle s'est retournée contre la sécurité du pays et contre l'intérêt national du pays, puisque son coût économique est exorbitant, déjà depuis le début de ses ambitions dans les années 80, 90, 2000. Mais aujourd'hui, il y a aussi le risque que ces activités nucléaires conduisent le pays dans une guerre. Donc, si vous voulez, certes, la population iranienne n'est pas défavorable par principe, si vous voulez, à des ambitions nucléaires, mais comme dans tous les pays, il y a des groupes écologistes qui vont s'opposer, etc. Donc, il y a un débat public, notamment sur le coût économique et sur la répartition des ressources, les conséquences écologiques aussi, puisque la seule centrale nucléaire du pays, qui est la centrale de Boucher, a été construite sur une zone sismique. Donc il y a des risques aussi, et des risques aussi qui sont liés au bombardement des installations nucléaires. Donc tout ça. Mais ces débats sont structurés, non pas sur la question nucléaire, mais si vous voulez, elle doit être comprise par rapport aux préférences de la politique étrangère iranienne. Dans le cadre de l'ancien régime, avant 1979, les ambitions nucléaires du Shah ne suscitaient pas l'hostilité de l'Occident. Les entreprises nucléaires occidentales, les grandes sociétés qui travaillent dans le nucléaire, voyaient plutôt ce programme nucléaire comme une opportunité commerciale. Aujourd'hui, c'est différent, mais c'est lié au positionnement de la République islamique sur la scène internationale comme État contestataire de l'ordre international et le défi qui a été lancé aux États-Unis avec la prise d'otages des diplomates américains en 1979. D'accord. Oui, donc en fait, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de doctrine, c'est surtout un enjeu de puissance pour pouvoir rivaliser face aux grandes puissances occidentales. Et en fait, leur doctrine dépendra de la suite, c'est ce qu'on peut dire. Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit un article sur l'histoire des prédictions occidentales sur la militarisation du programme nucléaire iranien. Il y a eu des erreurs, si vous voulez, des services de renseignement ou des officiels des États occidentaux, européens,
aux États-Unis et en Israël, qui prédisent, si vous voulez, des bombes atomiques en Iran depuis le milieu des années 70. Donc ça fait près de 50 ans qu'on annonce des bombes atomiques en Iran. Et ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour, mais simplement, c'est une stratégie de l'ambiguïté qui est évolutive et qui peut... c'est pour ça qu'en ce moment, par exemple, il y a une tension sur... il y a entre 400 et 450 kilos d'uranium enrichi à 60%, dont les Occidentaux recherchent la localisation. Et c'est l'absence de clarification côté iranien a conduit, par exemple, au rétablissement des sanctions des Nations Unies, ce qu'on a appelé le processus du snapback, qui était la réactivation automatique des sanctions de l'ONU après la fin de la période prévue par l'accord sur le nucléaire de 2015, qui était une période de 10 ans. Donc on est quand même dans une stratégie qui a un coût économique extrêmement important, qui génère des sanctions, des pressions internationales, et qui amène le pays possiblement dans une confrontation militaire ouverte, non seulement avec Israël, mais potentiellement aussi avec les États-Unis, qui ont soutenu la dernière intervention militaire israélienne. Bien sûr. Oui, donc c'est cette stratégie d'ambiguïté pour, j'imagine, créer aussi la peur qui va se retourner contre eux. C'est-à-dire qu'à l'ère de l'administration Trump numéro 2, si vous voulez, les mécanismes de la prise de décision aux États-Unis sont peut-être moins réfractaires au risque qu'ils l'étaient sous les administrations Obama ou Biden, où l'objectif de la paix était peut-être poursuivi avec une approche différente, qui est cette fois la paix par la force. Donc c'est toute l'ambiguïté du discours sur la paix de l'administration Trump, c'est qu'il y a paix et force en même temps. Et donc c'est une paix aux conditions américaines. Et donc pour l'instant, le rejet du guide suprême des conditions américaines crée une situation sécuritaire pour le pays. Et il y a une mise en danger finalement de la population pour des ambitions nucléaires. Aujourd'hui, l'Iran n'est pas en capacité, après les frappes militaires israélo-américaines, d'enrichir de l'uranium. Donc un compromis, si vous voulez, une position pragmatique, prendrait en compte les réalités des activités nucléaires en Iran aujourd'hui pour pouvoir trouver une solution et se concentrer sur le développement économique du pays. Mais la politique étrangère de la République islamique conduit à une inertie, à un système autobloquant et une difficulté à faire évoluer des positions qui ont été énoncées depuis 2 décennies maintenant. D'accord, et ben, merci beaucoup pour nous éclairer un peu plus sur justement ce sujet qui est le programme nucléaire iranien, parce qu'on en a aussi beaucoup entendu parler ces derniers temps, justement avec aussi toutes les frappes israéliennes soutenues par les Américains, et on entendait souvent ce sujet de si on n'attaque pas dans je sais plus, ils avaient dit 2-3 mois, ils ont la bombe nucléaire. Et ça nous rappelait un peu le discours qu'avaient tenu les Américains face à l'Irak de l'époque. Alors, vous, dans vos propos, vous dites que justement, ces frappes-là ont permis réellement de repousser la création de bombes nucléaires en Iran. Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est des éléments de langage qui accompagnent une politique. Donc, si on accepte l'hypothèse selon laquelle, effectivement, la République islamique était en train de produire des armes, mais ce n'est pas le cas, parce que même les services de renseignement américains ont dit que ce n'était pas le cas. Mais ça, c'est les arguments qui ont été utilisés a posteriori pour justifier les frappes. La question n'est pas de savoir si les frappes ont retardé. Effectivement, il y a eu un retard. Mais on ne sait pas si les activités vont reprendre, parce qu'il y a aussi la capacité à détecter. Il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, mais c'est l'infiltration par les services de renseignement israéliens des structures politiques, sécuritaires, nucléaires de la République islamique d'Iran. On a vu des ingénieurs nucléaires qui ont été ciblés pendant la guerre de 12 ans, aussi des opérations clandestines. Il y a eu 3 niveaux, si vous voulez. Il y a eu des opérations de renseignement classiques, il y a eu des opérations clandestines, il y a eu des frappes militaires aériennes, et donc c'est l'ensemble de ces éléments qui ont constitué la stratégie militaire israélienne pendant la guerre de 12 jours. Mais la connaissance, si vous voulez, du réseau des scientifiques, des ingénieurs nucléaires, par exemple, de la République islamique par Israël,
aussi amène, à mon avis, les autorités de la République islamique à réfléchir sur la décision, si vous voulez, après les frappes de juin, de militariser le programme, parce qu'il y aura aussi cette capacité à détecter par le renseignement et aussi par les images satellites. Donc il y a plusieurs types il y a plusieurs moyens, si vous voulez, de gérer ces ambitions nucléaires. Le président Obama, lui, privilégiait la diplomatie exclusivement. Biden, lui, était plus sur les pressions également, même s'il y avait aussi des sanctions économiques sous Obama. Donc, mais sous l'administration Trump, économiques, les frappes militaires potentielles, les menaces de frappe et la diplomatie. Et donc, Israël rajoute les opérations clandestines et l'infiltration du système politique, militaire et nucléaire iranien. Donc, on voit que face à cette pression extérieure, il est peu probable que les dirigeants de la République islamique prennent une décision suicidaire. Donc, pour l'instant, on dit que le problème nucléaire est réglé et que la République islamique est focalisée sur sa survie. Donc, il exagère ses succès, effectivement. Mais en tout cas, dans une stratégie de survie, la République islamique ne peut pas relancer de manière ouverte, en tout cas, ses activités nucléaires. Elle le fera peut-être de manière clandestine, mais avec le risque qu'une reprise soit détectée et déclenche une nouvelle guerre. Et je ne pense pas que les autorités militaires iraniennes soient prêtes à une nouvelle confrontation avec Israël, malgré la distance géographique, malgré la taille du territoire iranien et malgré le succès, entre guillemets, qui a été annoncé à la fin de la guerre de 12 jours et le fait que le cessez-le-feu a été imposé, le narratif officiel, si vous voulez, en République islamique. Donc malgré ce narratif victorieux, les dégâts ont été considérables. La fête militaire iranienne s'inscrit dans une série de revers. Vous avez parlé aussi depuis le 7 octobre. C'est vrai que dans un premier temps, la République islamique a pensé que la guerre israélienne à Gaza allait lui permettre d'augmenter son influence régionale. Ça n'a pas été le cas. On a eu l'élimination du chef du Hamas à Téhéran, Ismaël Haniyeh, en mois de juillet 2024, l'élimination d'Hassan Nasrallah en septembre 2024, et ensuite la chute de Bachar al-Assad du seul régime allié arabe de l'Iran en décembre 2024. Donc on a aussi, en parallèle de cette confrontation militaire qui a coûté très cher à la République islamique en termes de leadership, d'investissement dans les installations nucléaires, il y a eu aussi l'affaiblissement régional de la République islamique. D'accord. Et bien justement, avec tous ces éléments que vous nous avez donnés, que ce soit sur, on va dire, la politique intérieure de la République islamique d'Iran ou justement sa situation géopolitique, comment vous envisageriez, on va dire, l'horizon 2030 pour la République islamique d'Iran? Alors là, c'est la question la plus difficile, évidemment, parce que, si vous voulez, ce qu'on voit sur la dernière une décennie perdue, l'Iran n'est pas parvenu à devenir un pays émergent, malgré son adhésion aux BRICS. Alors, bien sûr qu'il y a l'inscription dans les organisations régionales et internationales non occidentales, comme l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS. Donc, est-ce que la question qu'il faut se poser sous 5 ans, c'est est-ce que cela sera suffisant pour garantir la survie économique du pays ou pas? Je pense qu'en tout cas, la fin de la République islamique sera causée par, d'abord, en priorité, ses mauvaises performances économiques. C'est le plus grand échec de la République islamique, c'est son échec à assurer, si vous voulez, la prospérité économique à sa population. D'accord. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. On va devoir s'arrêter là parce que le temps nous presse. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés, d'être venu aujourd'hui à cet après-midi. Merci à vous. Et je vous remercie encore une fois et au plaisir de revenir peut-être une prochaine fois si la situation change. Et je ne doute pas qu'elle changera. Avec plaisir. À bientôt. Et bien à bientôt. Au revoir.
Eh bien merci, on peut faire le mot de la fin. Bonne journée à tous et merci de nous avoir suivis.